Pourquoi Angélique Angarny-Philopon a-t-elle fini par avouer la vérité sur son mariage à l'âge de 35 ans? Cette question, murmurée dans les salons parisiens depuis des mois, a enfin trouvé sa réponse explosive hier soir. L'actrice la plus secrète du cinéma français, celle que l'on croyait éternellement célibataire, celle dont chaque apparition sur tapis rouge faisait naître 1000 rumeurs sans jamais rien confirmer, a brisé le silence. Dans une interview vérité diffusée en direct sur une chaîne nationale, Angélique Angarny-Philopon, les larmes aux yeux mais la voix ferme, a reconnu s'être mariée il y a 3 ans. À 35 ans, en secret, sans aucun témoin médiatique, et surtout avec un homme que personne n'aurait jamais imaginé à ses côtés. Dès les premières minutes de son aveu, des millions de téléspectateurs sont restés figés devant leur écran, le souffle coupé. Le mystère est enfin levé, mais il laisse place à une cascade de révélations plus troublantes les unes que les autres. Oui. Un bon titre de presse People doit frapper comme une gifle et caresser comme une promesse. Angélique Angarny-Philopon Kwakung Kondatunyang possède exactement cette double violence douce. Le mot Kwikung en vietnamien glissé au milieu d'une fille. Que d'une phrase française crée un choc linguistique immédiat. Il attire l'œil, déroute la lecture, oblige à s'arrêter. C'est une technique ancienne des tabloïds asiatiques importée ici avec génie. Le mot signifie « enfin », mais il sonne comme un soupir de soulagement collectif, comme si la planète entière attendait ce moment depuis des années. Le mot est en majuscule dans le titre original, ce qui accentue l'effet de cri. Ensuite vient le verbe « tu nyon », qui se traduit littéralement par « avouer », mais porte en lui une nuance de confession douloureuse, presque coupable. En français, nous dirions « confesser » plutôt que « annoncer ». Le choix est délibéré, on ne célèbre pas un mariage, on le confesse. Le titre suggère donc d'entrée de jeu que ce mariage est une faute, un secret honteux, une vérité qu'il a fallu arracher à l'actrice. Le chiffre 35 ans est placé en fin de phrase comme un coup de poignard. À cet âge, dans l'imaginaire collectif, une star de cinéma française devrait déjà avoir divorcé 2 fois ou affiché un compagnon depuis longtemps. Le fait qu'elle se marie seulement maintenant et en cachette devient un scandale en soi. Le titre entier fonctionne donc comme une machine à émotion. Il promet du drame, du retard, de la culpabilité, de la surprise, et surtout cette délicieuse impression que nous, lecteurs, avons enfin gagné contre le mur de silence de la star. C'est un titre parfait, construit comme une phrase de roman feuilleton, conçu pour que l'on clique, que l'on achète, que l'on partage, avant même de savoir de quoi il s'agit vraiment. Pendant 3 années entières, Angélique Angarny-Philopon a réussi l'impossible. Vivre mariée tout en laissant le monde croire qu'elle était seule. Pas une photo volée, pas un indice sur Instagram, pas même une rumeur crédible. Ses amis proches juraient qu'elle sortait à peine d'une rupture douloureuse et qu'elle prenait son temps. Ses agents répétaient inlassablement qu'elle protégeait farouchement sa vie privée. Même ses partenaires de tournage, pourtant habitués aux confidences de plateau, n'avaient rien vu venir. Comment a-t-elle fait? D'abord en changeant radicalement de cercle. L'homme qu'elle a épousé n'appartient ni au cinéma, ni à la mode, ni à la jet-set parisienne. Il s'appelle Mathieu Delorme, 42 ans, professeur de philosophie dans un lycée de province, père divorcé d'une petite fille de 9 ans. Ils se sont mariés civilement dans la mairie du 18e arrondissement,
un mardi matin de novembre, avec seulement 4 témoins. La sœur de Mathieu, son meilleur ami d'enfance, et 2 collègues de l'actrice qui ont juré le silence sous peine de mort professionnelle. Angélique portait un simple tailleur pantalon noir et un bonnet enfoncé jusqu'aux yeux. Aucun photographe n'était cela, aucun faire-part n'a circulé. L'alliance, elle ne la porte que chez elle, une fine bague en or blanc qu'elle retire avant chaque sortie publique. Le secret était si absolu que même sa propre mère, avec qui elle dîne pourtant tous les dimanches, ignorait tout jusqu'à la semaine dernière. Ce qui rend ce mystère fascinant, c'est qu'il n'était pas seulement logistique, il était existentiel. Angélique a littéralement construit 2 vies parallèles. Le jour, elle était l'icône glacée, la femme fatale des magazines, celle que l'on disait incapable de s'attacher. La nuit, elle rentrait dans un 3 pièces du 19e arrondissement, faisait des pâtes pour sa belle-fille, corrigeait des copies de philo avec son mari et dormait contre un homme qui n'avait jamais vu un seul de ses films en entier. Cette double vie a duré 1096 jours, jusqu'à ce qu'un paparazzi, par le plus grand des hasards, ne les surprenne en train de faire des courses au Franprix du boulevard Serrurier, elle tenant la main d'une petite fille et lui portant les sacs. La photo, floue mais indiscutable, a fait le tour des rédactions en moins de 2 heures. Le secret était mort. Angélique n'avait plus le choix. Soit elle laissait les journaux inventer n'importe quoi, soit elle prenait la parole la première. Mais pourquoi tant de secrets? Pourquoi une femme de 35 ans, au sommet de sa carrière, a-t-elle eu besoin de cacher l'homme qu'elle aime au point de vivre comme une fugitive dans sa propre ville? La réponse est plus douloureuse que toutes les spéculations. Angélique porte depuis l'adolescence une cicatrice que personne n'avait vue venir. À 17 ans, alors qu'elle n'était encore qu'une étudiante en théâtre inconnu, elle est tombée enceinte d'un metteur en scène de 20 ans, son aîné. L'homme, déjà marié, lui a proposé de l'aider à avorter discrètement. Elle a refusé. Il a alors menacé de ruiner sa carrière naissante si elle gardait l'enfant. Terrorisée, elle a cédé. L'interruption de grossesse, pratiquée dans une clinique privée sous un faux nom, s'est mal passée. Complications hémorragiques, infection, ablation partielle de l'utérus. Le diagnostic est tombé quelques mois plus tard. Elle ne pourra probablement jamais avoir d'enfant naturellement. Cette histoire, elle ne l'a racontée qu'à 2 personnes dans sa vie, sa meilleure amie d'enfance et, bien des années plus tard, Mathieu. Tous les autres, y compris sa famille, croient encore à une appendicite grave à l'époque. Ce traumatisme a façonné tout son rapport à l'amour et à la maternité. Pendant 15 ans, elle a fui les hommes qui parlaient d'enfants, refusé les relations sérieuses, construit autour d'elle une armure de glace. Jusqu'à Mathieu. Lui n'a jamais posé la question des enfants. Il en avait déjà une, et il avait fait le deuil d'en avoir d'autres après son divorce. Pour la première fois, Angélique rencontrait quelqu'un qui l'aimait sans projet de la transformer en mère. Mais elle savait aussi que si la presse découvrait qu'elle était mariée à un homme ordinaire et belle-mère d'une enfant de 9 ans, les questions sur sa stérilité ressurgiraient immédiatement. Les gros titres cruels offrent les commentaires sur les réseaux sociaux, les articles sur la tragédie cachée de la star. Elle a préféré le silence. Pendant 3 ans, elle a vécu dans la peur panique que quelqu'un ne fasse le lien entre son passé médical et sa nouvelle vie. Chaque sortie avec la petite était calculée, chaque week-end en famille planifié comme une opération commando.
jusqu'au jour où la photo au Franprix a tout fait basculer. Dans l'interview, elle a pleuré en parlant de cet enfant qu'elle aime déjà comme la sienne, mais qu'elle n'osait pas revendiquer publiquement de peur qu'on ne lui reproche de voler la maternité qu'on lui avait refusée. C'est cette peur-là, plus encore que l'amour, qui l'a poussée à vivre cachée si longtemps. Tout a commencé un soir de novembre pluvieux, il y a 4 ans, dans la petite librairie indépendante du quartier de Belleville, qui s'appelle l'Arbre à Palabre. Angélique, épuisée par une journée de promotion pour son dernier film, avait décidé de s'y réfugier parce qu'elle savait qu'aucun paparazzi ne traînait jamais dans ce coin-là. Elle portait un vieux bonnet en laine, un manteau trop grand, emprunté à un ami, et des lunettes de vue sans correction, juste pour se cacher. Elle cherchait quelque chose à lire qui ne parle ni d'amour ni de cinéma. Elle est tombée sur un rayon philosophie et, sans vraiment savoir pourquoi, a pris dans les mains un exemplaire usé de l'éthique de Spinoza. Elle l'a ouvert au hasard, a lu 2 lignes, n'a rien compris, l'a reposé avec un petit rire nerveux. C'est à ce moment précis qu'une voix calme, un peu rauque, s'est élevée derrière elle. Si ça vous intéresse vraiment, commencez plutôt par le traité théologico-politique, c'est plus accessible au début. Elle s'est retournée. Un homme d'une 40aine d'années, barbe de 3 jours, chemise à carreaux, regard doux et fatigué, tenait une pile de livres pour enfants sous le bras. Il n'avait absolument pas reconnu l'actrice. Pour lui, c'était juste une femme un peu perdue dans un rayon trop compliqué. Ils ont commencé à parler 10 minutes, puis 1 heure, puis ils se sont assis par terre, entre 2 étagères, comme 2 adolescents. Il lui a expliqué Spinoza comme on raconte une histoire d'amour. Elle lui a avoué qu'elle n'avait jamais réussi à terminer un livre de philosophie au lycée. Il a ri sans méchanceté. Quand la libraire a éteint les lumières pour fermer, ils étaient encore là, entourés de livres ouverts. Il lui a proposé un dernier verre dans le bar d'en face, un tout petit bistrot algérien qui sert du thé à la menthe jusqu'à minuit. Elle a accepté. C'était la première fois depuis 10 ans qu'elle acceptait un verre avec un inconnu sans vérifier 3 fois qu'il n'y avait pas de photographe dehors. Et ils ont parlé jusqu'à 4 heures du matin. Il lui a raconté sa fille, son divorce douloureux, son amour pour les poètes grecs. Elle lui a parlé de la solitude des tournages, des nuits d'hôtel où elle pleurait sans savoir pourquoi. À l'aube, il l'a raccompagnée jusqu'à sa voiture garée à 3 rues Péru. Il n'a pas demandé son numéro. Il a juste dit « Si Spinoza vous appelle à nouveau, revenez ». Elle est revenue le lendemain, et le surlendemain, et tous les jours pendant 3 semaines. Il se retrouvait toujours dans la même librairie, toujours après 21 heures, quand il avait fini ses cours et qu'elle avait terminé ses interviews. Il ne se touchait pas encore. Il parlait, des heures, des nuits entières. Un soir, il a apporté un livre pour enfants, Le Petit Prince, et il l'a lu à voix haute, juste pour elle. Elle a pleuré sans bruit. Il a essuyé ses larmes avec la manche de sa chemise. C'est là qu'ils se sont embrassés pour la première fois, entre les rayons poésie et théâtre, sur la pointe des pieds, pour ne pas faire tomber les livres. 3 mois plus tard, il lui a présenté sa fille, une petite brune timide qui s'appelait Lila. Angélique avait peur. Peur que l'enfant la reconnaisse, peur qu'elle pose des questions, peur de tout. Mais Lila l'a regardé avec ses grands yeux et a simplement demandé « Tu veux bien me lire une histoire ?»
Ce soir-là, Angélique a lu « Où est Charlie ?» 17 fois de suite, et elle a compris qu'elle était tombée amoureuse, non pas d'un homme, mais d'une famille. 6 mois après leur rencontre, Mathieu lui a demandé de l'épouser. Pas à genoux, pas avec une bague hors de prix. Juste assis sur le canapé, Lila endormie entre eux, il a dit « Je ne te promets pas une vie facile. Je te promets une vie vraie. Veux-tu être ma femme ?» Elle a répondu oui avant même qu'il finisse sa phrase. Ils se sont mariés 3 mois plus tard, un mardi matin de novembre, exactement 1 an, après leur première rencontre. La boucle était bouclée. Le silence n'a pas été une décision prise à la légère. Cela a été construit pierre par pierre, comme une forteresse. Dès le lendemain de la mairie, Angélique a compris que si la nouvelle sortait, sa vie allait exploser. Elle connaissait trop bien le mécanisme. D'abord les félicitations, puis les questions sur la robe, puis sur la lune de miel, puis inévitablement sur les enfants à venir. Et là, le drame. Parce que les enfants, elle savait qu'ils ne viendraient probablement jamais de son ventre, et elle savait aussi que la presse People adore transformer la stérilité en tragédie grecque. Elle avait vu ce que cela avait fait à d'autres actrices avant elle. Les unes de magazines, avec des ventres plats entourés en rouge. Les titres « Elle n'aura jamais d'enfant ». Les débats télévisés sur la malédiction des stars. Elle refusait que Mathieu et Lila deviennent les accessoires d'un mélodrame public. Elle refusait surtout que l'on transforme son bonheur en pathologie. Alors elle a imposé des règles strictes, presque militaires. Première règle, jamais de photos ensemble. Jamais. Même pas une story Instagram floutée. Deuxième règle, elle ne porte l'alliance que dans l'appartement. Troisième règle, ils ne sortent jamais tous les 3 dans Paris intramuros. Ils partent en week-end en Normandie ou dans le Morvan, dans des villages où personne ne la reconnaît. Quatrième règle, elle ne parle jamais de sa vie privée en interview. Jamais, même quand les journalistes pleurent, pour obtenir un détail. Cinquième règle, la plus dure, elle ne dit rien à sa propre mère, pas par manque d'amour, mais parce qu'elle sait que sa mère, bavarde comme une pie, ne tiendrait pas 2 jours avant d'en parler à sa meilleure amie, qui en parlerait à sa coiffeuse, et ainsi de suite. Pendant 3 ans, Angélique a vécu dans une tension permanente. Chaque matin, elle enlevait sa bague et la rangeait dans une petite boîte en bois, cachée derrière ses pulls. Chaque soir, elle la remettait comme on remet une partie de son cœur. Elle a appris à mentir avec une facilité terrifiante. Quand on lui demandait si elle était en couple, elle répondait « Je suis amoureuse de mon travail », avec un sourire si parfait que personne n'osait insister. Elle a refusé des rôles magnifiques parce qu'ils demandaient des tournages à l'étranger pendant 6 mois, trop loin de Mathieu et Lila. Elle a annulé des vacances à Saint-Barth parce que c'était trop risqué. Elle a même appris à marcher dans la rue en regardant toujours par terre pour éviter les regards. Elle vivait dans la peur permanente qu'un jour quelqu'un fasse le rapprochement. Et pourtant, paradoxalement, ces 3 années ont été les plus heureuses de sa vie, parce qu'elle avait enfin une maison où rentrer, une enfant qu'il appelait Angie, et un homme qui la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Le silence était le prix de ce bonheur. Elle l'a payé chaque jour. Quand la photo du Franprix a été publiée, un jeudi matin à 8h17 précise, la France s'est arrêtée de respirer pendant quelques secondes. On y voyait Angélique, bonnet enfoncé sur la tête, tenant la main d'une petite fille et regardant avec tendresse un homme
qui portait 2 sacs de course. En 20 minutes, tous les sites d'information y avaient la même une. En 1 heure, le hashtag « Chat Angélique mariée » était numéro 1 mondial. En 2 heures, les plateaux télé étaient en feu. Certains en parlaient de trahison envers ses fans, d'autres de plus beau conte de fées de l'année. Les réseaux sociaux se sont divisés en 3 camps. Ceux qui criaient au bonheur, ceux qui accusaient l'actrice d'hypocrisie et ceux qui pleuraient simplement de joie. Puis est venu le moment que personne n'avait anticipé. Angélique a pris la parole, pas dans un magazine People, pas sur Instagram, en direct, à 20 heures, sur la première chaîne. Elle est apparue sans maquillage, les cheveux attachés, assise dans son salon. Et elle a tout raconté. Le traumatisme de l'avortement à 17 ans, la stérilité, la peur, la rencontre avec Mathieu, l'amour fou, la double vie, les larmes et surtout l'amour. L'amour immense qu'elle porte à Lila, cette petite fille qui n'est pas de son sang, mais qui est devenue sa raison de vivre. Elle a pleuré. Le journaliste a pleuré. La France entière a pleuré. Les audiences ont battu tous les records depuis la finale de la Coupe du Monde 1998. Le lendemain, les unes des journaux étaient unanimes. « Merci Angélique ». Des milliers de femmes ont écrit sur les réseaux pour dire qu'elles se reconnaissaient dans son histoire. Des femmes qui avaient avorté jeunes, des femmes stériles, des belles-mères, des femmes qui aimaient danser. C'est en secret. Des hommes aussi, qui disaient avoir compris pour la première fois la violence des regards sur le corps des femmes. Mathieu et Lila sont restés cachés pendant 48 heures, le temps que la tempête passe, puis ils sont sortis. Et là, miracle, personne ne les a harcelés. Les gens souriaient dans la rue. Une vieille dame a offert un bouquet à Lila. Un serveur a refusé de faire payer leur déjeuner. La France, réputée impitoyable avec ses stars, avait choisi la tendresse. Angélique a reçu des centaines de milliers de lettres, des dessins d'enfants, des poèmes, des témoignages. Elle les lit tous les soirs avec Mathieu, et pour la première fois depuis 20 ans, elle dort sans faire de cauchemars. Aujourd'hui, Angélique porte son alliance partout. Elle a emménagé officiellement avec Mathieu et Lila dans une maison avec jardin à Montreuil. Elle a refusé 3 gros films américains pour pouvoir être là tous les soirs, à 18h30. Elle lit des histoires à Lila. Elle corrige des copies de philo avec Mathieu en buvant du vin rouge. Elle a repris 10 kilos. Elle dit que c'est le poids du bonheur. Elle a créé une association pour accompagner les femmes ayant subi des interruptions de grossesse compliquées. Elle parle ouvertement de stérilité, de belle maternité, de reconstruction. Elle a tourné un documentaire sur le sujet qui sortira l'année prochaine. Elle dit qu'elle n'a plus peur. Elle dit que le silence a été son bouclier, mais que la vérité est devenue sa lumière. Mathieu, lui, continue d'enseigner la philosophie dans le même lycée. Il refuse toutes les interviews. Il dit juste « Quand on insiste, je suis l'homme le plus chanceux du monde, et je n'ai rien d'autre à ajouter. » Lila Elsin a demandé si elle pouvait avoir un petit frère ou une petite sœur. Angélique et Mathieu ont éclaté de rire, puis ils lui ont expliqué que parfois les familles se construisent autrement. Ils envisagent l'adoption, pas tout de suite, plus tard, quand ils seront prêts. Ils ont tout le temps. Pour la première fois de sa vie, Angélique en garni Falopon n'a plus de secret.
Elle a juste une vie, une vraie, et c'est largement suffisant. Et quelque part, dans une petite librairie de Belleville, il y a toujours un exemplaire du Traité théologico-politique de Spinoza qui attend la prochaine femme perdue entre les rayons. Parce que les histoires d'amour les plus belles commencent souvent quand on ne les cherche plus.